Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Lafitte, je suis data scientist chez DataFab depuis 4 ans, et aujourd'hui, avec David, on va vous parler de l'explicabilité modèle. Dans un premier temps, on va vous définir pourquoi on a besoin d'un modèle, donc qu'est-ce que c'est qu'un modèle en data science, avec des définitions de tous les buzzwords, tous les concepts qu'on peut entendre parler d'intelligence artificielle, de machine learning, pour essayer de clarifier les choses. Dans un deuxième temps, on va parler de l'interprétabilité, parce que certains modèles ont des méthodes intrinsèques qui permettent d'expliquer leur performance, leur modèle, enfin leurs caractéristiques. Et à contrario, dans un deuxième temps, on va parler d'explicabilité, parce que certains modèles ne sont pas pourvus de ces méthodes-là, mais il faut quand même qu'on trouve des solutions pour expliquer ce qui se passe derrière. Pourquoi a-t-on besoin d'un modèle ? Dans un premier temps, depuis une dizaine d'années, on a le concept du big data qui est arrivé. Donc le big data peut être défini de manière classique par ce qu'on appelle les 3 V, donc qui fait appel à la partie volume, donc sur la quantité de la quantité de données qui est stockée, qu'on va traiter, la variété, donc la diversité des fichiers qu'on peut travailler, donc ça peut être des images, du texte, des fichiers un peu plus classiques, type des fichiers Excel, des fichiers CSV, et également la vitesse, donc à quelle fréquence de données, à quelle fréquence on va traiter nos données, à quelle récurrence, à quelle vitesse de traitement pour réduire la taille de notre job. Et au plus de ces 3 V, on peut apposer 2 V. Le premier V étant la véracité, donc est-ce que je peux faire confiance à ma donnée ? Est-ce que les systèmes d'information qui me mettent à disposition la donnée sont fiables ? Est-ce qu'il n'y a pas des process, des traitements qui altèrent la donnée ? Et également la question de valeur, donc qu'est-ce que je peux en tirer ? Comment je peux exploiter ma donnée ? Une deuxième définition, c'est relatif à l'intelligence artificielle, donc c'est un mot qu'on entend souvent. Alors je vous rassure, on n'est pas encore à Terminator. Le concept d'intelligence artificielle est assez simple. C'est le but est d'imiter les processus. C'est un processus d'imitation du comportement humain via des algorithmes. Donc les champs d'application sont divers. On peut avoir des traitements relatifs à l'image, comme la computer vision avec les problématiques d'OCR, donc reconnaissance de caractères, reconnaissance d'objets, reconnaissance faciale. On a des problématiques liées au texte, donc on peut avoir des problématiques sur l'extraction de sentiments, la détection d'entités nommées dans des documents, et on a également des problématiques au son, donc le plus connu est le speech to text, donc la transcription de ce que l'on dit par écrit, mais on a également d'autres sujets d'application un peu plus classiques dont on va vous parler par la suite. Un autre buzzword dont on entend souvent parler, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc c'est une partie de l'intelligence artificielle, donc c'est un concept d'apprentissage automatique sur les données via des méthodes statistiques et mathématiques qui visent à reconnaître des patterns. Donc c'est le concept, c'est ça de machine learning. Et on a également le deep learning qui est une sous-branche du machine learning parce que depuis une dizaine d'années, on a la puissance de calcul, on a les moyens techniques pour pouvoir exploiter de grandes ressources informatiques, donc de la RAM, pour exploiter aussi des types de données très diverses comme les images, des fichiers qui sont dits déstructurés comme les images, les textes. Et dans cette famille-là de deep learning, on a les réseaux de neurones, dont on ne parlera pas dans ce détail-là. Et donc toute cette solution des modèles de machine learning, donc tous ces procédés statistiques, on a des modèles sous-jacents derrière. Et un modèle, c'est une problématique d'apprentissage qui ne suit pas d'instruction, mais qui apprend via l'expérience. Donc on va pas lui dire tu vas apprendre comme ceci de telle manière, on va mettre en place des processus mathématiques pour définir un cadre d'apprentissage, on va fournir de la donnée, et l'algorithme, via ses règles pour apprendre, va apprendre sur la donnée et nous extraire des patterns de l'information. On parle dans ce cas-là d'entraînement de training. Les problématiques classiques en modélisation sont des problématiques de régression, donc essayer de prédire le cours de la bourse, essayer de prédire quel rendement va avoir mon engrais, ainsi de suite. Des problématiques de classification, donc très souvent dans le domaine bancaire, c'est est-ce que mon client va rembourser le prêt ou pas. Dans le marketing, est-ce que un client va acheter mon produit. Et on a également des problématiques de clustering qui est une approche non supervisée, qui est une approche qui permet de regrouper des individus entre eux par leur comportement, de par leurs caractéristiques qui sont jugées similaires, pour essayer d'avoir en sorte des groupes homogènes entre eux et très hétérogènes entre chaque groupe. Donc j'ai un petit peu avancé sur la suite. Il y a donc plusieurs types d'apprentissage. On a l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage supervisé où on a une cible, donc on sait ce qu'on veut retrouver. Et l'apprentissage non supervisé, on fournit de la donnée, on donne un moyen d'apprentissage, mais on ne sait pas ce qu'on veut retrouver, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'est un modèle, pourquoi on parle d'interprétabilité versus l'explicabilité ?
Un modèle va nous fournir des caractéristiques d'apprentissage via ce qu'on appelle des features. On a nos variables explicatives. On essaie de voir quelle importance, quel rôle elles jouent sur notre prédiction, notamment dans l'apprentissage supervisé. Mais pourquoi on a besoin de comprendre de manière intrinsèque? Dans un premier temps, le data scientist, une fois qu'il a fait son modèle, il doit comprendre les relations qui sont sorties de son modèle pour essayer de pouvoir expliquer, communiquer à travers ce modèle aux autres. Donc ça peut être le métier comme au sein de son équipe, pour dire telle variable influe de telle manière. Donc on a vraiment besoin de cette partie-là pour justement si on peut vérifier et valider nos hypothèses. On a également besoin de communiquer ces informations pour les métiers, parce que si on donne un modèle qui a un effet boîte noire, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière, le client va nous dire très bien, ça marche, enfin comment ça marche derrière, et si on n'a pas d'explication rationnelle à apporter, c'est comme si on jouait à la loterie où on avait une machine qui faisait des calculs de manière aléatoire, on n'a pas forcément confiance. Et un modèle où on n'a pas la confiance, il sera pas forcément utilisé derrière. Un troisième point pour éviter l'effet boîte noire et qu'est-ce qui nous oblige à comprendre nos modèles, c'est dans le cadre du domaine réglementaire, donc notamment dans le cadre bancaire. On a besoin de pouvoir valider nos modèles en interne et d'expliquer ce qui se passe, quelles sont les relations sous-jacentes, pourquoi on a telle performance, et pour pouvoir justement mettre des modèles en production dans ce cas-là. Et le dernier point, c'est encore des contraintes réglementaires, notamment avec le RGPD, pour des questions de transparence et d'utilisation de données, pour être sûr que on n'enfreint aucune règle et que tout se passe bien. Vraiment des contraintes réglementaires assez contraignantes. Dans la partie explicabilité, deux concepts vont s'opposer, la partie interprétabilité et la partie explicabilité. Dans un premier temps, l'interprétabilité semble se référer à des notions purement mathématiques. Donc ce sont des modèles qui sont applicables à des modèles, à leur modèle, donc qui dépendent de ces modèles-là. Et de l'autre côté, l'explicabilité, c'est un outil qu'on peut ajouter à côté, qui permettent de comprendre les relations et qui sont on va essayer d'en trouver qui sont plus agnostiques, donc qui sont indépendantes du modèle initial et qui peuvent être transposables entre différents modèles pour justement toujours essayer de comprendre quelles sont les relations qu'on a trouvées dans le modèle dans notre modèle d'apprentissage. Donc pour la suite, donc on va continuer sur la partie interprétabilité, et donc là je vais parler de deux méthodes, notamment de deux modèles avec des méthodes sous-jacentes d'interprétabilité qui nous permettent de comprendre les relations dans le modèle. Le premier, c'est la régression linéaire. Donc c'est l'un des modèles les plus classiques qu'on a en statistique et en machine learning. Le concept de la relation linéaire, c'est à partir d'un nuage de points, donc là sur l'exemple suivant, on a une relation avec une variable explicative x et notre cible à prédire y. Donc on peut imaginer le prix d'un appartement en fonction de sa surface, on peut imaginer la taille d'un individu en fonction de son âge, on peut imaginer plein d'indicateurs, plein de scénarios différents. Donc on a chaque point qui est présent sur la courbe correspond à un individu, et on peut éventuellement déceler ou observer une tendance linéaire, et qui est donc là extrapolée par notre droite. Donc on peut essayer de se dire, est-ce qu'on n'a pas un moyen de trouver cette droite de manière mathématique pour extrapoler et faire de la prédiction, même si ce ne sera pas la valeur réelle, c'est de reprendre. Et donc là, c'est ce qu'on obtient avec notre courbe, c'est on interprète notre nuage de points de notre régression, donc qui est une courbe hypothétique, par une estimation. Donc là, la droite est représentée en rouge par le coefficient en bêta, donc une relation linéaire, ce qui nous permet de faire notre prédiction, et on voit un impact de notre variable explicative sur notre variable à prédire qui est continu. Donc ça a toujours le même poids, le même facteur, le même coefficient. Donc c'est un critère d'explicabilité où on peut dire à la personne donc le client, la personne qui nous demande le modèle, là j'obtiens telle relation parce que de par mon modèle linéaire, on voit que tel critère influe de manière positive ou négative, ainsi de suite. Un deuxième exemple de modèle, donc un arbre de décision qui permet, donc là on est dans un cadre de classification, qui nous permet donc dans un scénario hypothétique, est-ce que je vais acheter oui ou non une voiture? Donc c'est un modèle qui va prendre plusieurs types de paramètres, à savoir l'année du modèle, le couleur du modèle, la marque, le nombre son kilométrage. Donc on a un modèle qui a pris sur ce jeu de données-là, et de par la construction même du modèle, on peut définir quelles sont les différentes règles de gestion qui vont s'appliquer de manière sous-jacente. Donc la première critère de décision, c'est est-ce que la voiture est de couleur rouge ou pas, et en fonction de notre réponse, donc de manière binaire oui non, on va se balader dans notre arbre et voir l'importance de chaque paramètre et voir quel critère va nous faire oui j'ai une voiture rouge, mon modèle est récent, voilà mon kilométrage,
je peux me déplacer dans l'arbre. Donc là, dans l'exemple qu'on a mis, donc j'ai une voiture bleue, donc je ne réponds pas au premier critère. Je passe dans le deuxième arbre. Est-ce que j'ai une voiture de couleur jaune? Non. Donc je n'achète pas. En fonction du scénario, si j'avais une voiture qui était couleur rouge, je serais basculé dans l'autre arbre. Et si mon modèle était plus récent que 2010, hop, ben j'achetais la voiture. Très simplement. Donc de par la construction de manière mathématique, on peut expliquer quels sont les facteurs et les règles qui nous amènent à notre décision finale. Pourquoi on parle d'interprétabilité versus l'explicabilité? Comme j'ai pu l'annoncer précédemment, on a des modèles, donc là des modèles classiques type arbre de décision et modèle de régression linéaire, qui sont explicables, interprétables, mais ces modèles-là, face à l'émergence de nouveaux modèles type que les random forest, les XGBoost ou même les réseaux de neurones, ces modèles-là plus classiques sont très souvent moins performants, bien que interprétables. Pourquoi ces modèles sont moins performants? Souvent nos modèles plus interprétables ont des relations linéaires entre elles, donc ou monotones, contrairement aux nouveaux modèles qui ont la diversité de prendre en compte ces relations-là. On a également un phénomène de gestion d'interaction entre les variables, donc de relations entre deux variables qui n'est pas forcément prise en compte dans un modèle classique. Et après, ces modèles-là, donc ces nouveaux modèles sont également plus performants parce que on a le compromis variance où on a justement une action sur cette problématique-là, à savoir soit une réduction du biais, soit une réduction de la variance, en faisant soit du stacking du boosting, en agrégeant des arbres de manière successive, ou en faisant du bagging, ou en accumulant les arbres, comme on pourrait voir dans les random forest, par exemple. L'inconvénient de ces méthodes-là, même si elles sont plus performantes, mais qu'on peut interpréter si on reste dans le cadre de l'arbre de décision. Donc si on fait du XGBoost ou du bagging, on a des successions d'arbres ou d'ensemble d'arbres qu'on ne peut plus interpréter parce qu'avant on devait interpréter un seul arbre. On s'en retrouve avec 100, 500, 1000, voire plus. Donc comment interpréter toute cette partie-là? Il nous faut trouver une autre solution. Donc on a des modèles qui sont agnostiques, qui vont arriver par la suite, qui vont nous permettre de tout expliquer. Bonjour, je m'appelle David Wandao et je suis data scientist chez DataFab depuis 3 ans. Je vais vous présenter maintenant les méthodes d'explicabilité des modèles. Je vais vous dire quelques généralités. Ce sont des méthodes qui sont dites agnostiques, donc elles ne dépendent pas du modèle initial, on peut les appliquer sur tous les modèles de data science. Ce sont des modèles qui vont être dits a posteriori, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les appliquer une fois que le modèle est construit, et ça a l'avantage car on a beaucoup de modèles en data science, on ne connaît pas toutes les étapes intermédiaires qui permettent d'accéder à notre modèle. Et enfin, un des grands avantages de ces méthodologies-là, c'est qu'elles sont utiles pour tout ce qui va être audit et validation de nos modèles par le client. Il existe 2 approches principales pour les méthodes d'explicabilité. Ce sont les méthodes dites locales, pour l'interprétation d'un ou de quelques individus, type ICE et PDP, et les méthodes dites globales, où cette fois-ci on va faire une interprétation pour tous les individus en même temps, type SHAP ou LIME. Donc, je vais vous présenter les méthodes locales, donc l'ICE et le PDP. Ces méthodes, ICE pour Individual Conditional Expectation et PDP pour Partial Dependence Plot. Et ces 2 graphiques, en fait, vont permettre d'analyser l'importance d'une variable explicative versus la variable expliquée. Et on a donc l'ICE, qui est le graphique Universal Plot, qui va donc analyser pour un individu donné comment sa variable expliquée va varier si on fixe nous-mêmes la valeur de la variable explicative. Et le PDP n'est rien d'autre que la moyenne de ces courbes. Je vais vous expliquer plus en détail pour que vous puissiez comprendre. Donc ce schéma-là va présenter exactement comment se déroule l'ICE. On a en bas le schéma, où vous avez un training, donc un dataset de training, on va entraîner un modèle, à la fin on a un modèle et on va pouvoir l'appliquer, et dans l'application modèle, on va avoir une variable expliquée, définie dans la colonne bleue qui est la valeur Y. Pour le l'ICE, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes fixer une valeur pour une variable explicative, X, on va réappliquer le modèle et observer la différence de variable Y pour chacune des valeurs X appliquées. Donc comme vous voyez à droite sur le graphique, on a chaque courbe représente un individu, en bas X est chaque fois la variable explicative et Y va être donc la variable expliquée avec toutes ces variations en fonction de la variable explicative. Et on va du coup pouvoir faire ce process-là plusieurs fois pour chacun des individus. Et à la fin, on obtiendra ce genre de graphique, comme vous pouvez voir à l'écran, où on a toutes les lignes bleues représentent un individu, et la ligne jaune et noire est donc le PDP qui représente donc la moyenne de l'ensemble de ces courbes. Et c'est cette courbe-là qui va permettre de nous donner une indication sur comment on va évoluer notre variable expliquée en fonction de la variation de la variable explicative. Les avantages et les inconvénients de ces méthodes-là, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, c'est une méthode assez simple à comprendre et à prendre en main.
C'est une méthode qui est assez intuitive vu que voilà, on voit directement la causalité quand on fait varier la valeur d'une variable et son impact sur la variable expliquée. Mais dans les inconvénients, on va avoir des incohérences. Par exemple, si on imagine un exemple d'un modèle qui va estimer par exemple une variable expliquée sur l'immobilier, si dans les variables explicatives on a la surface et le prix, il se peut qu'en fixant les valeurs, on mette une surface beaucoup trop grande pour un prix. Par exemple, il serait totalement aberrant d'avoir un appartement à 10 000 € qui a une surface de 200 mètres carrés. Et avec ce genre d'approche, c'est vraiment un des écueils qu'on peut avoir d'incohérence dans la donnée. Et aussi, il faut rappeler qu'il serait utile de rajouter de la distribution de la variable parce qu'une zone peut ne concerner qu'un petit nombre d'individus. En termes d'implémentation technique, il y a deux librairies principales. On a PDPBox et Scikit-learn en Python. Je vais maintenant vous présenter les méthodes dites globales. Donc, je vais commencer par SHAP. SHAP est directement issu de la théorie des jeux. Et cette fois-ci, on va étudier donc l'importance des variables pour tous les individus en même temps. Et donc, je vais vous présenter dans le tableau en bas, vous allez voir une explication de comment fonctionne SHAP. On a donc un dataset avec chaque ligne est un individu et chaque colonne est une variable de cet individu-là. À droite, on a la prédiction, donc la variable expliquée pour chaque individu. Et ce qu'on va faire pour le SHAP, c'est qu'on va calculer donc la moyenne de ces prédictions-là, et on va utiliser l'algorithme SHAP pour décomposer cette prédiction, et on aura à la fin donc la prédiction moyenne, où on va additionner ou soustraire la SHAP value, donc la valeur pour chacune des variables. Donc vous pouvez voir pour le premier individu, sur la variable 1 va avoir une valeur positive, donc c'est-à-dire qu'elle va contribuer positivement à partir de cette moyenne de prédiction à notre prédiction de l'individu. La variable 2 va avoir du coup une contribution négative de cette variable sur l'individu sur la prédiction. Et c'est comme ça qu'on peut établir du coup des corrélations et des liens entre à quel point une variable va contribuer positivement ou négativement à la prédiction sur un individu. Je vais présenter maintenant la dernière méthode qui est la méthodologie Lime. Cette méthodologie Lime est basée sur une idée assez simple, c'est que même si la tâche est complexe, si on la simplifie localement, elle sera plus simple. C'est-à-dire que la méthode Lime cherche à expliquer la prédiction d'un individu en s'appuyant sur les individus de son voisinage qui lui sont semblables par un modèle plus simple. L'image en dessous va vous donner une explication de comment fonctionne Lime. On a à gauche une image où un algo doit détecter si cette image est une grenouille ou pas. Comment on va faire avec Lime, c'est qu'on va découper l'image en plein de petits morceaux et on va tester avec un modèle beaucoup plus simple si ce petit morceau de l'image permet ou pas de détecter si c'est une grenouille. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est que on va assembler tous ces petits morceaux-là pour identifier du coup dans l'image quelle est la partie de l'image qui est le plus pertinent pour l'algorithme pour détecter que cet algorithme-là est une grenouille. Et comme vous le constatez en bas à droite, c'est la tête qui permet au mieux à détecter que cette image-là est une grenouille. Quels sont maintenant les avantages et les inconvénients de la méthode Lime? C'est que c'est une méthodologie qui est dite sparse, elle utilise peu de variables, et comme vous l'avez pu le constater, on peut l'utiliser à la fois pour des données textuelles ou des images. Un des problèmes et des inconvénients de la méthodologie Lime, c'est qu'elle nous montre uniquement ce qui a été joué localement dans la prédiction, ce qui peut être différent de globalement, c'est le cas de Shapley, et Lime va dépendre du voisinage. Comme on l'a pu constater avant, on doit découper l'image en plein de petits morceaux, et la façon qu'on peut découper cette image peut jouer sur quand on fait un run de cet algo. Et un des derniers inconvénients, c'est que le paradigme de cet algo, c'est qu'il faut qu'en découpant l'image, on est sur un modèle beaucoup plus simple. Si on découpe et on est sur un modèle complexe, on revient sur de la complexité, alors on ne peut pas appliquer ce genre d'algorithme. Finalement, on peut l'utiliser techniquement en utilisant la librairie Lime sur Python. Merci Aïd. Donc j'espère que maintenant vous avez un petit peu clair sur ce qu'est un modèle, quand on parle d'interprétabilité, d'explicabilité et quelles sont les différentes méthodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on sera un plaisir d'y répondre et à la prochaine dans un nouveau format.